Maintenant, c'est le professeur Hassen Kodja qui va nous parler du traitement chirurgical. Bonjour à tous. Je vais donc vous parler du traitement chirurgical du syndrome du défilé, forme artérielle et neurologique, indications, techniques et résultats, donc vaste programme. Concernant les indications chirurgicales, le docteur Jégu l'a dit, pour ce qui est des manifestations fonctionnelles, c'est toujours la rééducation en premier lieu. Nous retiendrons une indication chirurgicale d'emblée pour les formes artérielles compliquées. Ce sont des cas rares mais graves, parfois en urgence pour ischémie aiguë. On propose une chirurgie de décompression associée à une restauration artérielle. Plus rare encore, les formes neurologiques compliquées qui nécessitent une chirurgie de décompression avec cependant dans ces cas-là une récupération neurologique souvent limitée. Enfin, le plus grand nombre de patients, le lot le plus important, ce sont les échecs du traitement médical, de la rééducation pour les formes artérielles et neurologiques. Et pour les formes neurologiques, on tiendra compte de la dystonie neuropsychique de ces patients. Tout d'abord, les formes artérielles compliquées. Le plus souvent, avec l'existence d'un anévrisme, d'une dilatation de l'artère sous-clavière, avec des embolies, des thromboses extensives distales, avec des lésions artérielles qui sont parfois difficiles à récupérer. Les anomalies osseuses dans ce contexte sont quasi systématiques à type de côte cervicale, agénésie de première côte. On propose une chirurgie de décompression et restauration artérielle de l'artère sous-clavière lésée et du lit d'aval si possible. La physiopathologie de ces lésions est bien connue, c'est la sténose chronique de l'artère sous-clavière dans le défilé qui va entraîner par des phénomènes de jet-lésion une dilatation de l'artère au-delà avec des phénomènes de micro-embolisation et de destruction parfois du lit d'aval. C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on peut voir pour les anévrismes poplités qui détruisent souvent à bas bruit le lit d'aval. Comme je vous l'ai dit, les anomalies osseuses sont quasi constantes dans ces formes artérielles compliquées, ici, côte cervicale bilatérale. Ici encore, la physiopathologie avec la compression de l'artère dans le défilé et l'anévrisme post-sténotique. On va réséquer la côte cervicale, mais aussi la première côte, qui est totalement une fusion quasi systématique entre la côte cervicale et la première côte. Ici, une apophysiomégalie C7 qui est souvent prolongée par un trousseau fibreux qui va comprimer l'artère. L'artériographie est souvent faite dans cette pathologie avec des positions en position dynamique qui montrent l'artère sous-clavière dilatée, comme on le voit ici, en position d'abduction. On voit très bien l'artère sous-clavière qui est soulevée par la côte cervicale et l'anévrisme au-delà du défilé. Ici encore des formes d'anévrisme d'artère sous-clavière sur côte cervicale. Ici encore une forme avec à droite une thrombose extensive de l'artère axillaire. Ici encore une forme d'anévrisme sur une côte cervicale, anévrisme de l'artère sous-clavière, avec des embolies au niveau de l'artère humérale, mais aussi des embolies au niveau du coude et aussi des embolies au niveau de l'arcade palmaire, ce qui est parfois difficile à récupérer. La chirurgie en deux temps, tout d'abord la décompression avec scalénectomie antérieure et moyenne, la résection des éléments compressifs, la résection bien sûr des anomalies osseuses, mais aussi systématiquement la résection de la première côte. Puis c'est la revascularisation avec, si c'est nécessaire, une correction de l'artère sous-clavière, résection anastomose parfois, c'est assez difficile à faire, plutôt pour des anévrismes, on réalise un pontage veineux ou prothétique de l'artère sous-clavière. Moi, j'ai une préférence pour le prothétique, je pourrais vous l'expliquer pourquoi. L'endoanévrismographie restauratrice est assez difficile à faire, moi je déconseille cette intervention. Et puis pour restaurer le lit d'aval, on peut proposer thrombolyse, thrombectomie du lit d'aval, parfois des pontages veineux distaux, mais il faut savoir qu'il y a des échecs fréquents du fait souvent de la dégradation progressive de ce lit d'aval. Et donc, dans certains cas, on va y associer à ce geste une sympathectomie thoracique. Les formes neurologiques compliquées sont encore plus rares que les formes artérielles compliquées, avec donc paralysie, territoire C8-T1 le plus souvent, amyotrophie au niveau de l'éminence hypothénare. On propose une chirurgie de décompression avec libération du plexus brachial, mais je vous l'ai dit, le plus souvent, il y a peu de récupération neurologique dans ces cas-là.
Enfin, les malades les plus importants pour les chirurgiens, ce sont les échecs de la rééducation fonctionnelle. Une règle, pour moi, jamais de décision chirurgicale lors de la première consultation. Recherchez toujours une anomalie osseuse. Ces malades viennent souvent avec des dossiers lourds, très importants, Doppler, EMG, scanner, IRM. Et pour nous, chirurgiens, un élément important, c'est la radio du thorax. Bien meilleur pronostic pour les formes artérielles, surtout chez les sportifs, on a de très bons résultats. Par contre, résultats moins bons souvent pour les formes neurologiques, qui sont les plus fréquentes et les plus atypiques, à type de paresthésie, de douleur dans le territoire C8-D1, mais pas de signe objectif. Et c'est ce caractère incertain du diagnostic des formes neurologiques du syndrome du défilé qui font que certains contestent même son existence. L'idéal, pas toujours facile à faire, c'est l'évaluation psychologique du patient en préopératoire. Il faut bien sûr, et c'est important, informer le malade sur les risques opératoires. Alors les techniques chirurgicales, je vais passer rapidement parce qu'il n'y a pas que des chirurgiens dans la salle. La chirurgie, c'est, pour résumer, la résection de la première côte. Peut se faire essentiellement par 3 voies. La plus ancienne, la voie axillaire de Ross, qui explore bien la partie antérieure du défilé. La voie susclaviculaire, qui explore bien la partie postérieure du défilé. La voie sous-claviculaire, qui explore bien la partie antérieure du défilé. Et on peut combiner la voie sus- et sous-claviculaire. Alors rapidement, la voie axillaire, on fait une incision dans le creux axillaire avec l'aide opératoire qui soulève le bras. Le principe essentiel de cette voie axillaire, on va sectionner le muscle scalène antérieur au niveau du tubercule de Lisfranc et on va ensuite ruginer le muscle scalène moyen en arrière en ne voyant pas le nerf long thoracique, il ne faut pas le voir, il ne faut pas chercher à le voir. Et l'intervention donc, de résection de la première côte par voie axillaire est une intervention qui pour moi est assez simple, mais que certains n'aiment pas. La voie susclaviculaire avec une incision au-dessus de la clavicule. Un temps essentiel, c'est bien sûr après avoir récliné la lame lymphoganglionnaire, on découvre le scalène antérieur avec en avant le nerf phrénique. Alors ici, une diapositive de Dominique Midi qui m'a bien voulu me prêter, où on voit très bien sur cette vue opératoire le scalène antérieur qui est le scalène antérieur avec le nerf phrénique en avant. Et il faut surtout ne pas toucher ce nerf phrénique qui est très sensible. Et donc on va réséquer la première côte en sectionnant tout d'abord le scalène antérieur, et il ne faut surtout ne pas faire ça, mettre un phare à bœuf sur le nerf phrénique, parce que là vous avez à tous les coups la paralysie du phrénique. On va ensuite ruginer le scalène moyen, après avoir libéré les nerfs, et on va compléter ainsi, on va faire la résection complète de la première côte par voie susclaviculaire. La troisième voie, la voie sous-claviculaire, que j'utilise moins, avec le muscle sous-clavier, sous la clavicule que l'on va réséquer pour dégager cet espace entre la clavicule et la première côte. Et on va ainsi avoir l'arc antérieur de la première côte et on pourra très bien libérer la veine sous-clavière. Alors, quels sont les avantages et inconvénients de ces voies? Pour la voie axillaire de Ross, l'avantage, c'est la libération veineuse, la libération artérielle qui se fait très bien. C'est le côté esthétique de cette voie. Et on peut y associer une sympathectomie thoracique. Les inconvénients, c'est que c'est parfois une technique qui est difficile chez le sujet obèse ou musclé, surtout si votre aide opératoire n'est pas très musclée. D'autre part, il est difficile parfois de réaliser un geste complexe, technique. L'arc postérieur est difficile d'accès parfois par cette voie, et ça nécessite quand même un apprentissage qui n'est pas toujours facile. Dans cette technique, seul l'opérateur voit quelque chose. Moi, je réserve ces voies axillaires aux formes vasculaires pures sans complications. La voie susclaviculaire, ça permet une bonne exposition, mais pour certains, une trop bonne exposition. Ça permet de bien libérer le plexus brachial et de faire l'exérèse complète de toutes les anomalies osseuses et ligamentaires. Ça permet de faire aussi des gestes artériels parfois complexes, et ça permet la sympathectomie thoracique. L'inconvénient, c'est l'esthétique. C'est peu esthétique l'incision, la difficulté d'aborder l'arc antérieur de la première côte et donc difficulté de libérer la veine, et puis les traumatismes du nerf phrénique, du canal thoracique sont beaucoup plus fréquents que par la voie axillaire. Je réserve cette voie aux formes neurologiques, aux formes compliquées et les formes avec anomalies osseuses ou ligamentaires. Enfin, la voie sous-claviculaire, qui a comme avantage de pouvoir bien libérer la veine et même l'artère,
exérèse facile de l'arc antérieur de la première côte. L'inconvénient, c'est l'esthétique de cette voie qui n'est pas très belle. Et la difficulté à réséquer l'arc postérieur, je sais que Dominique Midi y arrive, mais je trouve que c'est assez difficile. C'est pour ça que moi, cette voie susclaviculaire, je la réserve aux formes veineuses compliquées. Alors, il a été décrit aussi des courtes séries de résection par thoracoscopie de la première côte, mais je n'ai même pas l'expérience. Alors, les complications post-opératoires de cette chirurgie, des complications bénignes, lymphorrhée, hématome, pneumothorax, anesthésie due à l'atteinte du brachial cutané interne, des complications plus sérieuses comme l'atteinte du nerf phrénique, la scapula lata par atteinte du nerf de Charlebel. Claude Bernard Horner, c'est très rare parce que le sympathique est beaucoup plus loin vers l'artère vertébrale. Enfin, complications plus graves, heureusement très rares, des lésions vasculaires, une paralysie du plexus par étirement, par écartement du plexus, voire, ça a été décrit, par section de la racine. Enfin, et surtout, ce qui est sans doute le plus fréquent, non-amélioration fonctionnelle à distance de ces patients. D'où les incidences médico-légales que tout le monde connaît. Alors, les résultats de cette chirurgie, quand on voit la littérature, il n'y a aucune étude prospective contrôlée. Il y a uniquement des courtes séries rétrospectives de centres spécialités, il est impossible de conclure. Alors, voici un exemple, la publication de Julie Freslag, avec une série courte, avec seulement deux formes artérielles et d'excellents résultats. 538 patients dans cette série, mais c'est exactement la même équipe, avec des résultats qui paraissent excellents, mais ça ne correspond pas à la réalité, à la vie quotidienne. Là encore, un registre nord-américain, 1430 patients, essentiellement des formes neurologiques, 83%, et d'excellents résultats. Et c'est pour cette raison que les auteurs américains spécialistes de la question ont proposé des standards pour reporter ces cas et avoir des publications de haut niveau, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc pour conclure, la chirurgie du syndrome du défilé, c'est un geste chirurgical relativement complexe, source de conflits anatomiques, conflits avec les patients. On a d'excellents résultats dans la littérature par des équipes entraînées, mais avec un niveau de preuve très faible. Il faut bien sûr bien informer les patients et deux facteurs d'échec, la femme dépressive et le patient qui est un avocat en préopératoire. Je vous remercie. Y a-t-il des avocats dans la salle? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, personnellement, la voie sous-claviculaire, je la réserve pour les formes veineuses compliquées, et c'est quand même quelque chose que l'on voit régulièrement. La forme veineuse non compliquée, je préfère faire la voie axillaire. Quand je fais, pour une forme artérielle, je fais plutôt la voie susclaviculaire, ce qui fait que moi, dans ma pratique, je n'ai pas la situation de combiner la sus et sous-claviculaire. Je sais que Dominique Midi fait régulièrement des voies combinées sus et sous-claviculaires, mais moi, je préfère réserver la voie sous-claviculaire aux formes veineuses compliquées, la voie sus-claviculaire aux formes artérielles et neurologiques. Ici, on parlait des problèmes médico-légaux, des choses comme ça. Je sais que dans l'exercice libéral, par exemple, il y a des RCP Pro auxquels on est obligé de souscrire et qui, pour certaines, interdisent, ne couvrent pas en tout cas cette intervention-là, qui est la seule à peu près en chirurgie vasculaire qu'on peut pas nous interdire, mais on n'est pas couvert s'il se passe quelque chose pendant l'intervention. Le problème médico-légal de cette intervention est bien connu. Hein. Ce n'est pas une boutade, ce que je vous ai dit, l'avocat, c'est une étude qui a été faite par des chirurgiens nord-américains qui avaient bien montré, ils ont étudié, que quand il y a un avocat, parce qu'il y a parfois des cas, on voit des cas souvent, il y a des incidences, ce sont des accidents de travail, etc. Et les gens, ils ont déjà un avocat. Et là, dans l'étude qui ont été faites, ils ont dit attention, quand il y a déjà un avocat, c'est pas très bon. Reda, tu nous as parlé dans ta présentation d'évaluation psychologique préopératoire, ce qui veut dire que les formes neurologiques de syndrome thoraco-brachiaux, tu les envoies chez le psy? C'est important, ça paraît comme ça à dire, mais je crois que c'est très important pour les formes neurologiques
surtout si vous sentez d'emblée qu'il y a un élément dépressif, que c'est souvent le cas. Vous savez très bien que chez ces patients, on ne sait pas si c'est le syndrome dépressif qui entraîne le syndrome du défilé par abaissement des moignons de l'impole, ou c'est le syndrome du défilé qui entraîne une dépression parce que c'est des gens qui sont en arrêt de travail, qui ont une certaine galère à aller de médecin en médecin. Donc la liaison syndrome du défilé, syndrome dépressif est quelque chose de très fréquent, et dans toutes les séries on sait que cet élément dépressif c'est péjoratif pour les résultats. Donc l'idéal, il faudrait effectivement avoir une évaluation psychologique préopératoire. Ok, merci beaucoup Reda.